l'usine du futur, premier thème, avant d'aborder le e-santé et le BIM. Donc on va déjà effectivement avec Lila Mérabé replanter le décor dans notre région Grand Est. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, cette nouvelle et belle grande région est la seconde région industrielle française, avec 19% de la valeur ajoutée venant de l'industrie, et qui permet donc de développer, je pense, Lila Mérabé, un véritable plan ambitieux d'usine du futur. Alors vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ces ambitions et sur le lien avec Alliance Industrie du futur. Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Un petit clin d'œil à Marie, ma collègue, pour la qualité du programme et la mobilisation un peu généralisée. J'espère qu'elle prendra le pari d'étendre cet événement à d'autres villes du Grand Est l'année prochaine. Comme ça, le challenge est chez elle. Pour parler de l'usine du futur, deux grandes réflexions qui ont animé effectivement la collectivité régionale du Grand Est dans le cadre d'une fusion un peu exceptionnelle de mariage de 3 régions qui ne se ressemblent pas, puisque nous avons marié la première région agricole de France et donc de bioéconomie et la deuxième région industrielle. Et en même temps, partant de ce constat-là, qui est d'imaginer un nouveau monde qui puisse s'adapter aux enjeux économiques. Donc 2 grands axes de notre stratégie et 2 grands axes de réflexion en amont. Cette réflexion, c'était de dire d'abord, le monde, il est dans une mutation que nos voisins ont parfaitement comprise. Nous sommes une région frontalière, 4 pays, 45% des frontières nationales. Il y a autour de nous que des champions. Alors, le voisin français à l'ouest, c'est l'Île-de-France, c'est le champion national. Vous montez du plus au nord au plus au sud, vous avez la Belgique, le Luxembourg, 3 lenders allemands, et puis la Suisse. Donc quand vous regardez autour de vous, la région Grand Est, elle n'a autour d'elle que des champions. Et comme dans le Grand Est, il y a des gens de tempérament et qui sont à côté des champions, ils voulaient devenir champions eux-mêmes. Donc le premier sujet était de dire comment est-ce que nous pouvons jouer notre rôle de la manière, j'allais dire, la plus ambitieuse pour répondre finalement à cet appel d'air que nos voisins essayaient de nous envoyer. Le deuxième sujet était de dire les mutations, elles sont effectivement profondes, et comment est-ce que l'on considère demain cette mutation, et notamment celle de l'usine du futur, usine 4.0, comme étant à la fois l'amortisseur des grandes mutations professionnelles, parce que l'impact sur l'emploi, il ne faut pas se mentir, il est là et il sera réel. Donc comment est-ce qu'à la fois on est un amortisseur, et à la fois comment est-ce qu'on est un accélérateur sur les métiers de demain. Donc ces 2 réflexions-là nous ont challengés pour nous dire comment est-ce que l'on emmène tout un écosystème autour de nous. D'abord, il faut emmener tout le monde. Donc l'usine du futur, c'est le monde industriel, c'est le monde agricole et c'est le monde de l'artisanat. Donc on dit, nous, généralement, usine du futur, mais c'est l'artisanat du futur, c'est la ferme du futur et c'est les industries du futur. J'ai à mes côtés le champion régional de l'usine du futur, il vous en parlera très bien. Et ce que l'on sait, c'est que les champions, les entreprises leaders, elles ont besoin peut-être de se parler. Elles ont besoin d'apprendre les unes des autres. Donc on sait constituer une communauté des leaders et de faire en sorte que ce soit un gagnant-gagnant. Notre sujet, il est de se dire comment cette communauté des leaders peut emmener tout un territoire. Et pour emmener un territoire, c'est essentiellement des PME. Nous sommes un territoire de PME. Donc nous avons misé sur 700 PME le temps de notre mandat. Donc d'abord, il faut avoir une politique qui dure le temps d'un mandat. Donc 700 PME qui vont être accompagnées dans des diags, j'allais dire, de performance opérationnelle. Donc on appelle ça l'excellence opérationnelle. Et l'idée, c'est d'amener ces PME, les 700, sur une mutation à 4 volets, le RH, la question énergétique, évidemment la digitalisation et les process de production. Donc un collectif qui va emmener au quotidien ces 700 PME. Donc on en prend 100 à 150 par an, parce que sinon c'est un peu dur. Et toutes doivent avoir un diagnostic et la feuille de route pour engager cette mutation. Ça va leur permettre de grandir, de jouer tout cela et de se marier avec un autre pan de notre plan usine du futur, que sont les offreurs de solutions. Je crois qu'on a le cluster dans la salle sur les offreurs de solutions, qui est de dire nous sommes un marché intérieur assez exceptionnel. 2 fois la Belgique. On est dans un marché intérieur. Alors il faut aller chercher des marchés internationaux, mais on a aussi un marché intérieur. Donc ces PME qui font leur mutation, plutôt que d'aller dealer pour essayer d'avoir les nouveaux ERP et systèmes d'information en Chine, au Brésil et je ne sais pas où, venez les chercher sur le territoire où quelqu'un est à peu près corvéable à merci, entre guillemets, parce qu'il peut venir vous voir dans votre boîte, vous pouvez le convoquer un dimanche, et on a un business intérieur, et ça fait, j'allais dire, un écosystème plus valeureux. Donc pour nous, le système, il est le programme régional. On dit usine du futur ou 4.0.
Usine du futur, c'est la manière dont la France a voulu mettre un supplément d'âme au 4.0 dont on parle à l'international. Mais on parle de la même chose, c'est l'usine connectée. Elle est connectée, elle est propre et elle emmène, j'allais dire, ses salariés. C'est-à-dire qu'on peut être une usine, monsieur le directeur, qui est parfaitement industrialisée, connectée, et qui en même temps a des ouvriers en salle qui se connectent sur des tablettes et qui travaillent. Donc c'est accélérer la mutation de nos hommes qui travaillent dans les usines, mais c'est aussi être l'amortisseur des mutations qui sont complexes à appréhender. Donc pour nous, 700 PME sur le temps d'un mandat en mutation, on en a déjà emmené à peu près 160 en un an, donc on n'est pas mécontent. Nos communautés des leaders, une communauté des leaders sur l'ancien territoire de la région Alsace, donc les Alsaciens d'un côté, la communauté des leaders des Lorrains, mais parce que les distances sont grandes, hein, pas parce qu'on veut garder les identités uniquement. Voilà. Et puis on va installer les champs pardonnés, je pense, dans un mois et demi, pour que tout ceci vienne se muscler. Ils vont pouvoir parrainer nos 700. Ces 700 vont pouvoir faire bosser les offreurs de solutions. Mais tout ceci ne marche que si vous avez des hommes et des femmes qui, dans 5 ans, dans 10 ans, vont devenir les collaborateurs de l'usine du futur. Donc toutes les grandes écoles du Grand Est, ingénieurs et autres, mais on essaye de travailler aussi avec les CFA pour qu'ils aient des collaborateurs, enfin on va dire des diplômés 4.0 compatibles. Donc c'est comment est-ce qu'on sort des formes de dispersion ou de modernisation de l'appareil de production et comment est-ce que l'on emmène tout un territoire, ceux qui seront dans les entreprises dans 10 ans, ceux qui seront à la retraite dans 10 ans, et puis les hommes et les femmes qui, en réalité, font les entreprises. Donc si je devais avoir un mot de conclusion, pour ne pas être trop longue non plus, c'est de dire que la collectivité régionale a choisi d'avoir un postulat extrêmement simple, qui est celui d'être un développeur de territoire. Les élus doivent être des développeurs de territoire, la collectivité régionale doit être facilitatrice, dans le cadre d'une mutation grande région, de cet accompagnement des entreprises dans le fait qu'elles deviennent de plus en plus connectées. Et ceci ne marche, et c'est mon dernier mot, que si nous engageons tout notre territoire au très haut débit. Et donc nous avons aujourd'hui la finalisation, on passe on lance une DSP sur le fait, d'ici la fin de notre mandat, d'avoir emmené jusqu'au plus petit village du plus petit territoire sur la fibre pour qu'en fait, on puisse être les uns et les autres. Nos entreprises restent là où elles sont, elles se développent, elles grandissent, elles sont modernes. Voilà, Lila Merabet, c'était la voix d'une région leader et qui est prise, comme elle le disait très bien, entre l'Île-de-France et les voisins allemands, et donc qui situe certes la barre haute, mais avec une ambition, une détermination, et vous avez su nous le faire partager d'une manière très synthétique. Alors on va voir par la vidéo un exemple de solution de réalité virtuelle que nous sommes allés rechercher au sein d'EDF Catnum. Donc on va envoyer cette petite vidéo de 2 minutes en application de ce que l'on vient d'entendre. Je m'appelle Jean-Pierre Gualtieri, donc je suis opérateur en tranche 3-4 de Catnum. Bruno Tijoux et je suis chargé de formation au service conduite au CNPE de Catnum. Je suis Philippe Stellin, préparateur au service prévention des risques à Catnum. Le CNPE de Catnum a été sélectionné comme site pilote par rapport au délai imposé par le développement de l'application et le début du grand carénage. Mon rôle a été de faciliter l'accès des prestataires qui ont pris les photos sur site, puis par la suite de tester l'application et de montrer les plus-values de l'application dans l'ensemble des services. J'étais la porte d'entrée sur le site. Que ce soit les préparateurs les plus anciens ou les agents qui viennent juste d'être embauchés, dès qu'ils découvrent ces VV ProPrépa, ils ont envie de l'utiliser, ils ont envie de l'exploiter au quotidien. J'ai été détaché une partie de mon temps pour travailler sur ce logiciel, mais au départ, c'était aussi pour le développer. C'est vraiment l'application la plus aboutie qu'on ait eue pour un prototype. C'est visuel, donc c'est du concret. C'est vraiment un gain de temps et aussi de dose, parce que si on sait exactement où est l'organe, on y va du premier coup. Les fonctions elles sont vraiment bien intuitives, donc en fait, il suffit de laisser la personne avec 1 heure avec le logiciel, et elle arrive à se former pratiquement toute seule. VV ProPrépa nous permet en fait d'accrocher l'attention des stagiaires lors de la séquence de formation. Donc les gens que nous formons, ce sont des nouveaux embauchés qui rentrent dans le cadre d'une académie conduite. On inculque aux stagiaires une vision globale du bâtiment réacteur. Les agents gagnent de par ce biais une confiance en eux, et à l'aide de VV ProPrépa, ils vont avoir à réaliser des travaux en sous-groupe.
recherche de matériel ou réalisation d'une manœuvre d'exploitation. Les stagiaires en redemandent même, ils redemandent à pouvoir remanipuler le logiciel lors d'autres séquences de formation. Voilà, puisque nous avons un champion et il a été baptisé comme tel il y a quelques instants par Lila Merabé à notre table ronde, on va se tourner effectivement sur ce qui se passe du côté de ThyssenKrupp avec Jean-Luc Emmer qui est directeur Qualité Monde. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre démarche en interne? Oui, alors juste une correction, je ne suis pas directeur Qualité Monde, je suis PDG de l'entreprise depuis maintenant à peu près 6 mois, mais c'est pas grave. Bravo, champagne. Merci. Donc c'est pour après. Bon, tout d'abord, bonjour à chacun de vous. Et merci surtout à Madame Tribou, mais aussi à Lila Merabé d'avoir pensé à nous pour participer à cette table ronde. Alors ThyssenKrupp, peut-être 2 mots quand même pour savoir de qui on parle et qui on est. ThyssenKrupp, on produit des colonnes de direction pour l'automobile, mais aussi des crémaillères de direction électronique. C'est des systèmes assez complexes qui génèrent l'assistance dans le véhicule, l'assistance de direction dans le véhicule. Alors 4 chiffres pour vraiment faire un zoom extrêmement rapide. Le premier chiffre, c'est 35 000. On produit 35 000 colonnes de direction et crémaillères par jour. J'insiste, par jour et pas par mois. Nous avons un deuxième chiffre qui est important, c'est 1200. On est 1200 personnes sur notre site avec une grande majorité d'ouvriers et d'opérateurs. Un troisième chiffre qui est important, en tout cas pour moi, c'est 600. On a un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros à peu près par an, qui varie légèrement selon les productivités que nous offrons à nos clients. Et le dernier chiffre, c'est 3 pour 3 sites de production dans un lieu que vous connaissez tous, dont vous avez tous, j'en suis sûr, entendu parler, qui s'appelle Florange. Donc il y a des entreprises aussi à Florange qui fonctionnent. Je rappelle le dernier chiffre, une croissance exponentielle. Nous sommes passés de 280 personnes en 2001 à 1200 personnes en 2016. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui ? En fait, vous savez que l'automobile est un secteur extrêmement concurrentiel. On peut parler de quelques chiffres, encore une fois. Si on regarde le monde de l'automobile française, entre 2006 et 2016, c'est 33% de véhicules de moins produits sur le territoire français. Donc on pourrait baisser les bras et se dire mais qu'est-ce qu'on va faire ? Inversement, en Allemagne, c'est 14% de plus sur la même période. Donc nous, on a une conviction sur notre site, c'est que pour y arriver, il faut se retrousser les manches. Et il y a déjà à peu près maintenant 2 ans qu'on a démarré un programme assez ambitieux qu'on a appelé chez nous aussi Usine du futur. Alors l'usine du futur, pour moi, je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est un concept global, mais je pense que chaque entreprise doit créer son usine du futur. Notre usine du futur, c'est certainement pas la même que celle d'autres entreprises de la région. Et ce qu'on a fait à cette période-là, donc on a démarré ça aux alentours de 2014, on a commencé à regarder un peu qu'est-ce qui nous permettrait d'être plus compétitifs, puisqu'on a une concurrence extrêmement importante, que ce soit d'ailleurs en interne ou en externe. Et on s'est dit qu'un des bons moyens, c'était de travailler l'innovation, en particulier sur nos processus de réalisation de colonnes et de crémaillères. Il faut imaginer, par exemple, qu'on a des temps de cycle. On produit, par exemple, des colonnes de direction à raison de toutes les 7 secondes. La ligne qui est la plus performante chez nous, toutes les 7 secondes, produit une colonne de direction. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y a des briques technologiques qui existent. Si on parle de robotique, par exemple, des robots KUKA qui s'appellent Iwa ou des robots ABB qui s'appellent Yumi. Et on a commencé, avec l'aide de la région, à se dire mais comment on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valider cette techno. Donc on s'est mis en relation avec la région, avec les arts et métiers, et on a fait un démonstrateur pour vérifier et valider que les solutions techniques qu'on imaginait seraient réellement faisables. Ça, on l'a démarré il y a à peu près 1 an et demi, et je peux vous dire aujourd'hui, on a le premier robot collaboratif actif dans notre entreprise sur une ligne de production en série. Je crois qu'on est parmi les premiers en France. C'est un robot Yumi de chez ABB en fait, qui travaille à côté des opérateurs et qui fait les opérations que faisait avant un opérateur, c'est juste, mais surtout l'opérateur en question, on a pu lui donner notre tâche et il assiste le robot, on va dire, et ça permet aussi d'améliorer l'aspect ergonomique. Donc ça, c'est un premier sujet qui est plus la partie robotique. Sur la deuxième partie, qui est plutôt la partie numérique, on est en train de mettre sur pied ce qu'on appelle, alors je crois savoir que le jargon dit plutôt MES. Aujourd'hui, on parle aussi de MOM, Manufacturing Operations Management. Donc, c'est un système en fait qui nous permet de digitaliser du début de la chaîne de valeur, donc du plan, jusqu'à l'envoi des pièces chez le client, d'être entièrement digitalisé et d'avoir accès à toutes les informations quasi en temps réel, et aussi de pouvoir faire des exploitations type Big Data sur des problématiques qui pourraient apparaître dans les phases de production. Alors ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille, et de manière très concrète,
on s'est dit tout seul, on irait certainement plus vite, mais avec d'autres, on ira certainement plus loin. Et c'est pour cette raison qu'on a accueilli et on a inauguré chez nous, il y a maintenant à peu près 1 mois et demi, la communauté des leaders de l'usine du futur de région Lorraine, enfin sous-région Lorraine ou territoire Lorraine. Et en fait, pour nous, c'est important parce qu'on a une conviction, c'est que pour avancer, avec plus d'idées, c'est pas seul qu'on va y arriver, mais c'est en ayant un réseau fourni qui ne soit pas uniquement des grosses entreprises, mais y compris des petites entreprises. On échange, nous, aujourd'hui, avec des entreprises qui sont de très petite taille et qui ont des idées innovantes qui peuvent nous intéresser. Ces entreprises échangent avec nous et voient des choses chez nous qui peuvent être intéressantes pour eux. Donc c'est pour cette raison qu'on est convaincu que participer à une communauté de ce type-là est un plus pour nous, mais aussi pour les autres. L'autre engagement sur lequel on vient de concrétiser il n'y a pas plus tard qu'une semaine, la plateforme Flore, donc c'est une plateforme de l'usine du futur chez PSA à Trémery, donc nous sommes partenaires de cette plateforme avec le CEATEC, Materalia, etc., etc. Là aussi, notre conviction, c'est qu'on a des briques technologiques, un robot tout seul peut permettre d'améliorer un processus, d'être plus productif, mais on peut aller beaucoup plus loin. Nous, ce qu'on imagine et ce sur quoi on travaille, et là on est en train de monter une chaire industrielle avec les arts et métiers et avec l'aide de l'UMM et la région, pour imaginer qu'est-ce que ça sera la ligne d'après-demain. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'industriels dans la salle, mais une ligne de production, c'est un certain nombre de modules où on fait un certain nombre de processus. Notre ligne de demain, ça ne sera plus un certain nombre de modules, mais c'est des robots qui vont bouger. Je produis une pièce d'un type A, le robot va être à tel endroit et faire tel processus. Quand je produirai la pièce de type B, le robot va bouger tout seul, faire la pièce de type B. On imagine énormément de choses. Il y a un potentiel absolument énorme dans ce qu'on pourra faire demain dans nos usines. Et nous, on a une conviction, c'est que c'est grâce à ça qu'on va être capable de relocaliser ou de conserver des emplois sur notre territoire en France. Et j'ai vu que c'est time out. La dernière conviction et le dernier engagement qu'on a, je voudrais juste le dire, je pense qu'en tant qu'industriel, on a une responsabilité sociétale. Et la première pour moi, c'est de participer à l'éducation de nos jeunes et de participer avec les écoles d'ingénieurs, avec les CFA, etc., à construire les programmes qui nous permettront d'avoir une réponse à nos besoins dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors on va pitcher. On va pitcher et on va accueillir tout de suite une personne qui participe justement à cette usine du futur. Je vous demande d'accueillir Daniel Haidt, associé OpenAge, qui va venir pitcher en 2 minutes. Donc vous êtes associé dans une entreprise qui offre des solutions IoT, imprimantes 3D et formation. Alors pour pitcher, si vous êtes d'accord, vous allez vous avancer dans le rond rouge. Vous avez beaucoup de papier pour 2 minutes. Beaucoup de papier. Des slides. Des slides, visiblement. Que je ça me paraît lourd. Vous savez qu'on peut vous interrompre. 2 minutes. Vous êtes prêts? Allez-y. Bonjour, je suis Daniel Haidt, je suis le co-dirigeant d'un groupe qui s'appelle Alchimie OpenAge. Alors nous avons créé ce groupe en 2006 en travaillant sur le développement de tout ce qui est fabrication additive et donc apporteur de solutions par rapport à ce sujet-là au niveau des industriels. Nous sommes 12 collaborateurs, alors le niveau chez nous c'est Bac+2 jusqu'à docteur, donc Bac+8. Nous évoluons, alors nous faisons une machine par jour actuellement, donc des machines spéciales sur mesure, et nous évoluons sur un marché qui est en pleine croissance, plus 26%. Notre technique, c'est la technique du dépôt de fils chauds. Donc aujourd'hui, c'est ça que nous développons. Et nous utilisons des filaments soit plastiques, soit métalliques. Nos clients sont essentiellement des industriels, de l'aérospatial, du militaire, de l'éducation, de l'architecture et bien d'autres secteurs. Les produits professionnels que nous développons, ce sont des machines très précises, des machines également très simplifiées pour pouvoir répondre aux besoins de l'éducation, ou des machines sur mesure pour l'industrie et pour répondre au cahier des charges. On a bien compris que nos clients nous demandaient essentiellement des machines, mais également beaucoup de services, de la R&D, de l'aide à la conception de pièces, de l'expertise au développement de nouveaux profils, et beaucoup de formation également. Donc c'est pour ça que nous avons créé actuellement une école sur Dieuze, tout niveau du simple opérateur jusqu'à l'ingénieur et au docteur.
Alors, nos clients, on l'a vu sur le slide précédent, des gens comme Areva, des gens comme l'université, des sociétés plus ou moins grandes, de petites sociétés comme Bécher, des gens comme Continental. Ils utilisent nos machines pour réaliser des prototypes, pour également réaliser des pièces de production et puis également des pièces nécessaires à la maintenance de leur équipement. Ils nous demandent des machines simples, fiables, répétitives, qui répondent à leurs besoins, des actions de recherche, de formation et de propositions pédagogiques. Et ils nous demandent surtout notre expertise d'une manière générale. Les deux exemples que vous avez pu voir, c'est sur les slides précédents, c'est par exemple Areva, pour lequel nous leur avons fourni une machine qui leur permet d'utiliser une matière spéciale pour faire des prototypes pour les cellules nucléaires du sous-marin Barracuda. Et en fait, Areva nous demande également des modifications de nos machines pour les rendre de plus en plus efficientes. Et puis le deuxième exemple que j'avais mis sur le slide précédent, c'est LogeMed, un cabinet d'architecture qui nous a demandé une machine et notre expertise en matière de formation pour réaliser des maquettes de grande dimension pour, par exemple, le nouvel hôpital de Marseille. Alors, nos projets touchent le métal, la haute température, le naval, l'aérospatial ou tout autre sujet, le médical, par exemple. Nous sommes en cours, et vous l'avez vu, de développement de nouveaux locaux pour produire plus de machines et plus de services également, des locaux à Dieuze de 4200 m². Merci en fait, beaucoup. Ça tombe bien. Regardez, je vous ai laissé 50 secondes de plus. Un petit mot pour la conclusion, mais un mot. Alors, juste un mot. En fait, nos projets, ce sont vos projets. En fait, on répond exactement à vos projets. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Belle performance. Maintenant, merci. On va donner le micro à Thierry Jean. Bonjour Thierry Jean, président de la société Précis 3D et de Materalia. On a beaucoup parlé de Materalia. Il y a eu pas mal d'allusions de fait depuis le début de cette journée. Alors, quels sont les défis à relever pour une PME aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on entend ? Compte tenu de tout ce qu'on entend, on se situe déjà dans un contexte. Le contexte, c'est celui de l'industrie en général, qui elle-même est mondialisée. L'exemple de Jean-Luc est un exemple que j'adore. Je connaissais son prédécesseur et le prédécesseur de son prédécesseur, donc autant dire que je connais un peu son entreprise. C'est le bel exemple. En pleine mondialisation, on a aujourd'hui un enjeu, c'est tout simplement celui de la survie de notre industrie. Alors la survie de notre industrie, ça paraît un peu catastrophiste comme discours, mais finalement, c'est pas si grave. Dans le temps qui m'est imparti, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux explorateurs qui un jour se trouvent dans le désert et se trouvent face à un tigre qui a l'air affamé, très énervé. Il y en a un des deux qui discrètement enlève son sac, sort une paire de baskets, enlève ses chaussures de marche, met ses baskets et l'autre lui dit « Mais t'es con, tu vas pas courir plus vite que le tigre ». Et le mec lui dit « Mais non, je veux pas courir plus vite que le tigre, je veux courir plus vite que toi ». Et donc, la tendance qu'on a en France à dire de toute façon on est mort, tout est pour les Chinois, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le positionnement de l'industrie française en Europe, de l'industrie européenne, dans le monde que je qualifierais de développé, parce que ce que lui fait, ce que nous faisons dans notre entreprise, on ne sait pas le faire dans les pays dits émergents. On ne sait pas encore. On saura bientôt. Mais comme entre-temps on aura innové, eh bien on gardera toujours cette avance et finalement l'enjeu ce sera simplement d'être meilleur que ceux qui ont les mêmes coûts que nous et pas comme on a tendance à nous le dire trop souvent, hein, les journalistes qui nous disent oui mais comment vous voulez lutter contre des gens qui payent leurs gars 80 centimes d'euros de l'heure. C'est pas le sujet. Hein, le sujet se situe à un autre niveau technologique. Donc on est là-dessus. Alors quels sont les défis à relever? Le défi dans une entreprise, il est d'abord humain. Hein, on se fait une montagne de la technique. En réalité, le problème, il est d'abord humain à deux niveaux. Humain au niveau de la culture et ensuite humain au niveau des compétences. Parce que lorsque l'on parle usine du futur, on se heurte immédiatement à des gens qui disent « ils vont me prendre mon job ». Pas forcément me virer, mais ils vont me prendre mon job. Donc, au pire, je suis viré. Au mieux, je suis obligé de changer de métier. Dans les deux cas, ça m'emmerde. Donc, il y a un problème culturel qu'il faut traiter. Le deuxième problème, c'est un problème de compétences, parce que c'est vrai que les métiers vont évoluer, et pas seulement à la marge. Certains vont même se trouver bouleversés, et donc on a du coup, comment relever ce défi? On a d'abord,
ces mutations-là, on a d'abord une question managériale. C'est-à-dire que la responsabilité du patron, elle est d'abord de prendre ces questions humaines en charge. Ensuite, il y a un sujet économique qui n'est pas neutre et qui est que lorsqu'on évolue vers tout ce qu'on met derrière l'industrie du futur, eh ben, on va buter vers un problème de financement parce qu'il y a beaucoup de soft là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à expliquer à un banquier. Quand on va voir un banquier, on va dire je vais acheter un centre d'usinage, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc le banquier, il n'y connaît rien, mais il a des services qui vont lui dire oui, ça c'est une machine qui est revendable, machin. Quand on va lui dire moi je revois complètement mon organisation et ça coûte tant, eh ben, il n'a pas forcément d'outils. Donc on retrouve le problème absolument récurrent ou redondant, qui est celui de la faiblesse des fonds propres dans les entreprises, en particulier en France. Bon, ensuite, il y a évidemment un défi technique, mais là, il existe plein d'outils. Je rebondirai sur l'exemple de la chaire arts et métiers. C'est un exemple tout à fait intéressant. Ça se passe dans le Grand Est, comme dirait Lila Merabet. Ça se passe à Metz. Il faut la suivre sur Facebook. Vous avez une information pluriquotidienne sur ces sujets-là. Donc, comme dirait Lila, ça se passe à Metz ou ça se passe à Florence. Mais en l'occurrence, les arts sont à... ça se passe avec l'UIMM. Ça se passera avec nous parce que j'ai demandé hier soir qu'on fasse une lettre de soutien à ce projet de chaire. Donc, on est derrière. Donc, il y a des compétences qui existent. Il ne faut pas hésiter à faire appel à ces compétences. Il y a des pôles de compétitivité qui pourront vous aider à monter ces projets collaboratifs avec les labos universitaires, avec des prestataires. L'idée des offreurs de solutions, c'est une idée, je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire à Lila, donc je le dis publiquement, c'est une idée remarquable. C'est la première fois qu'on met les offreurs en réseau. Et puis, ma foi, le résultat de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on va petit à petit passer d'une situation où l'entreprise, c'est toujours un problème d'anticipation, de mutation, c'est toujours Gandrange, Florange, pour parler des... Bon, moi, je m'assume du sillon, je suis à Nancy, mais je vis à Metz et je travaille à Henry, donc je suis complètement dans le sillon. On va passer de ça à... On va redonner à l'industrie le leadership de l'innovation, le leadership de la performance. Voilà. Bravo. Je crois que c'est notre record depuis le début. 5 minutes pile. Bravo Thierry, je pense. Donc Christian, on parle de start-up depuis ce matin. Certaines viennent pitcher au milieu de la scène et d'autres se présentent en vidéo. C'est le cas de CPC Analytics, qui est une start-up qui travaille sur le thème de la maintenance prédictive et du manufacturing IoT. Elle a aussi développé un jeu serious game qui s'appelle Usine du futur, retenu au niveau national par l'Alliance Industrie du Futur. Regardez, elle va tenir ses temps puisqu'elle fait 2 minutes pile. Je m'appelle Guillaume Lillich, je suis président de CPC Analytics. CPC Analytics, c'est une jeune société, une start-up qui fait ce qu'on appelle de l'analyse prédictive pour l'industrie, c'est-à-dire qu'on exploite, on utilise les données collectées dans les processus de production et on conçoit des algorithmes dits intelligents qui viennent détecter des combinaisons de facteurs ou des signaux faibles, disons, entre les données qui sont collectées dans les systèmes de production donc, et les aléas de production. Donc typiquement, on arrive grâce à nos algorithmes, grâce à nos solutions, à anticiper et prévenir des aléas de type qualité, donc production défectueuse, fabrication défectueuse de produits, ou d'anticiper des problèmes de maintenance, donc de disponibilité d'équipements. Et concrètement, ça se traduit par des solutions qui sont capables de nous dire précisément, par anticipation, si une pièce va être défectueuse ou pas, avant même la fin de sa production, ou bien quelle partie d'un équipement, ou quel équipement, quelle machine va tomber en panne, pour pouvoir agir avant que cet aléa de production ait un impact important sur la performance du système de production.